Le forêt est ce que les géographes appellent une limagne, c'est-à-dire un bassin d'effondrement traversé par un grand fleuve, ici la Loire. Mais c'est aussi une région agricole et aussi une grande région d'étangs. Et en fait, les étangs, les espaces agricoles et le fleuve sont très interdépendants, pour une part par l'alimentation en eau, mais aussi parce qu'ils sont utilisés par les mêmes animaux, qu'ils soient, dans le cas des oiseaux, nicheurs, de passage ou bien hivernants. Par là même, le forêt, comme toute région d'étang, est connecté avec des régions distantes, avec les terres de nidification de canards et de cormorans, dans le nord et l'est de l'Europe, voire en Sibérie pour certaines espèces. Mais c'est aussi un creuset où se croisent sur fond de richesses naturelles des hommes et leurs activités. Alors c'est vrai que les étangs, c'est typiquement un partage d'usage, parce que le propriétaire a certains intérêts, certaines manières de voir l'étang. Le tenant droit du droit de chasse, qui sera souvent un locataire du propriétaire, aura un point de vue légèrement différent. Le fermier aura un point de vue légèrement différent. L'ayant droit pour la pêche, qui peut être le fermier ou quelqu'un d'autre délégué par le propriétaire, aura encore un point de vue différent. Le promeneur familial aura encore un point de vue différent. L'ornithologue ou l'amateur de nature qui viendra s'y promener aura un regard différent. Et tout ça, finalement, participe d'un usage du paysage multiple, qui n'a jamais été finalement discuté en tant que tel et que je trouve très intéressant à considérer. Parce qu'évidemment, l'intervention des uns et des autres peut être très différente en termes de conception, en termes d'impact économique, en termes de pouvoir réel. Et bien entendu, il faut que tous ces gens-là s'entendent pour que ce milieu perdure. Patrimoine naturel ou culturel, en tout cas, c'est en train d'être accepté de plus en plus largement. Tout le monde commence à être d'accord, tout le monde le réalise de plus en plus. Les documentaires animaliers aident à cette prise de conscience. Actuellement, la prise de conscience de la gravité de l'impact attendu des changements climatiques aide aussi à ça. Moi, j'imagine que nos enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, considéreront que c'est totalement logique et ne se poseront même pas la question de la défense de ce patrimoine. Le patrimoine bâti, le patrimoine culturel classique, les cathédrales, les châteaux, il y a 150 ans, des gens se sont battus pour faire admettre l'idée qu'il fallait le conserver, des gens comme Viollet-le-Duc et Prosper Mérimée. C'est une idée qui nous est totalement naturelle maintenant. Je pense que le patrimoine naturel comme les étangs, ce sera la même chose dans quelques temps. L'écopole écozone du forêt en fait est un vaste ensemble qui fait 400 hectares de surface, situé donc en bord de Loire entre le pont de Moron et le pont de Feur, pour simplifier. Ça comprend une bande rivulaire d'environ, on va dire, 1,5 km, qui a une particularité, c'est que cette zone a été largement exploitée pour des gravières, pour l'exploitation donc, des sédiments déposés par la Loire il y a maintenant un petit bout de temps, on va dire. Et c'est un secteur sur lequel la Loire également connaît quelques petits problèmes, on va dire, de dysfonctionnement, car elle charrie beaucoup moins de sédiments qu'avant la construction du barrage de Grandchamp. Partant de ce constat, la Frapta Loire en 1987 dresse le bilan, fait un état des lieux un petit peu dramatique et décide d'agir devant cette urgence et pour le fleuve Loire qui est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Alors comment ce projet a pu naître? C'est simplement parce qu'il était complètement novateur au début, donc les gens ont été très interloqués, puis ils se sont rendus compte que c'était un projet qui pouvait être très intéressant. Il était également porté par des hommes qui ont eu la volonté de porter ce projet jusqu'au bout, donc notamment le président de la Frappe-Naloire, Raymond Faure, et d'autres également, tout le tissu associatif qui s'est joint à cette démarche, pour finalement arriver à restaurer tout ce milieu-là. Alors la spécificité des plans d'eau qui sont d'anciennes gravières, juste derrière moi le plan d'eau là c'est une ancienne gravière et il faut se méfier, il faut éviter de dire que c'est des étangs puisque ça n'a pas du tout le même fonctionnement qu'un étang. Ces anciennes gravières ont été coupées au cours d'eau, l'idée c'était d'exploiter un maximum de granulats, donc étaient peu propices à la vie. Vous savez que la vie adore les contours, adore un petit peu les recoins et les choses un peu sinueuses et a horreur de tout ce qui est rectangulaire. Le premier travail, ça a été de créer de la diversité en recréant des digues, en recréant des hauts-fonds, en recréant une diversité de formes qui allait plaire à la vie finalement. C'était au début le pari, ce qu'on appelle couramment le génie écologique.
Et lorsqu'on l'a expérimenté dans les années 90, c'était vraiment à l'état, on va dire, expérimental. On a développé une technique ici qu'on appelle la technique de la triple berge, qui consiste à créer en fait 3 contacts entre l'eau et la terre, ce qui permet d'augmenter la biodiversité. En termes de biodiversité, aujourd'hui, sur l'écopole, l'écozone, on a environ 500 espèces de plantes vasculaires qui ont été recensées. On a 227 espèces d'oiseaux qu'on peut voir ici. Alors bon, il y en a qui sont plus fréquents que d'autres, effectivement. Au niveau donc, des papillons, on dépasse les 300 espèces. Et au niveau des libellules, on atteint 32 espèces, alors qu'en France, on en connaît environ une cinquantaine, quoi. Ce travail de biodiversité, il est important de le mettre en place au quotidien et un suivi est fait, un suivi scientifique, pour être sûr que les actions qu'on met en place vont dans le bon sens. Parce que ces plans d'eau sont connectés avec la nappe alluviale de la plaine du Forez et également avec la Loire. Pour arriver à bien comprendre ce fonctionnement, on travaille avec donc l'école des mines de Saint-Étienne sur de la modélisation. L'écopole, c'est un lieu effectivement où les gens sont invités à venir, effectivement, parce que c'était le deuxième axe du projet. Le premier, c'était créer un espace de liberté pour le fleuve, avec les gravières finalement qu'on essayait de réhabiliter, de renaturer. Et puis le deuxième, c'est se dire que cette nature-là, qu'on voulait retrouver, il fallait qu'on la partage avec les autres. Ça a été très important et on a fait beaucoup d'efforts justement pour arriver à cet objectif-là. Et je crois qu'actuellement, on est assez content que les gens se soient appropriés l'écopole finalement parce que c'est un objet commun. C'est pour ça qu'on accueille le public tous les jours de l'année. Ça, c'est un grand cormoran. Il y a des individus qui ont le ventre tout blanc. Donc ça, c'est les jeunes de l'année dernière qui sont nés l'été dernier. Dans l'historique des étangs du Forez, je crois qu'il y a 2 temps forts. Il y a le premier temps fort, c'est le Moyen-Âge. On aménage, on construit en somme des étangs du Forez, qui ne sont pas du tout des étangs naturels, mais une construction de l'homme. Et une construction de l'homme pour la pêche, pour manger des poissons, puisque c'est l'Église qui rythme le temps, le temps liturgique, l'année liturgique. Pendant l'Avent et surtout pendant le Carême, eh bien, il faut faire pénitence pendant le Carême pour préparer Pâques, et il faut donc non pas manger de la viande, mais manger du poisson. Il y a 3 grandes régions où on a aménagé ces étangs. Beaucoup ont été aménagés par le comte de Forez, puisque le Forez est une sorte de province autonome à l'intérieur du royaume de France. Ces étangs, ils sont pour la pêche, mais de temps en temps on les assèche. Il y a une période d'assec, comme on dit, pendant lesquelles ils sont cultivés, parce que le sol est fertilisé par le dépôt de la vase au fond de l'étang. Et puis il y a des périodes d'évolage, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles on élève les poissons. Donc on veut d'abord, améliorer la situation des paysans du Forez. Améliorer, ça veut dire supprimer ces zones marécageuses autour des étangs, ou des étangs parfois mal entretenus. Et alors il y a un homme qui va prendre l'initiative, c'est le duc de Persigny. Et il fait prendre des décrets visant à l'assèchement des étangs, bien que certains paysans soient hostiles. Mais en même temps, comme cette plaine du Forez, elle est sèche en été, il faut la drainer. Alors on va la drainer et on va aménager le canal du Forez. Et on met 40 ans pour le construire. Et le paysage de la plaine du Forez se transforme. Ce paysage qui était un paysage de landes assez désolées, de champs ouverts, va devenir un paysage bocager avec des haies, où on va développer l'élevage des bœufs charolais et on va développer l'élevage du cheval. On veut aussi améliorer la rentabilité de cette plaine du Forez, la transformer. Des sociétés d'agriculture se créent, animées par des gentilshommes campagnards, aux côtés des bourgeois stéphanois, enrichis par l'industrie textile, enrichis par les houillères, enrichis par tout le développement extraordinaire du bassin stéphanois, et qui veulent faire comme les nobles, pour posséder la terre, parce que c'est un bien noble, posséder des étangs, pour inviter leurs amis à la chasse, puisqu'on va passer de la pêche, à la chasse. Le programme Étangs de la Loire fait partie d'une politique qui s'appelle la politique en faveur des espaces naturels sensibles. Ce programme a pour objectif de préserver la qualité patrimoniale des étangs forésiens. Le choix des étangs pour qu'ils soient intégrés à ce programme se fait sur des critères écologiques et sur des critères physiques et socio-économiques.
c'est-à-dire qu'il faut que la pièce d'eau fasse au minimum 1 hectare, il faut que ça soit un étang avec un ouvrage de vidange qui permet une gestion des niveaux d'eau. Ensuite, il faut que ça soit un étang qui garde une gestion traditionnelle, c'est-à-dire avec un aspect éventuellement de chasse, éventuellement de pêche, mais de pêche annuelle. L'intérêt des étangs résulte de la diversité, de la mosaïque des milieux qui sont présents. C'est-à-dire que sur une petite superficie, on va avoir une mosaïque, une diversité des habitats présents. Des zones de roselières, des zones forestières, des zones de flottants à potamo et à nénuphars, des zones d'herbiers aquatiques, des zones d'eau libre. Et c'est grâce à cette présence de ces différents milieux qu'on va avoir une biodiversité faunistique et floristique la plus grande. Les canards plongeurs sont en saison de nidification strictement inféodés aux étangs, que ce soit pour y placer leur nid ou que ce soit pour s'y nourrir. Au contraire, les canards de surface vont placer leur nid en général en milieu terrestre, même si c'est à proximité des étangs. Tous sont rejoints en hiver par des espèces comme le canard siffleur ou le canard pilet. On aurait dit autrefois, un étang c'est un milieu riche en espèces, effectivement, beaucoup d'espèces d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'insectes, etc. Il y a une formulation un peu plus à la mode maintenant, c'est de dire qu'il y a beaucoup de biodiversité. Alors c'est pas seulement de la mode parce que ça sous-entend beaucoup d'espèces, mais ça sous-entend aussi beaucoup de diversité biologique, beaucoup de styles de vie différents notamment. Si on prend que les oiseaux, il y a des oiseaux piscivores, il y a des oiseaux herbivores comme les foulques et les canards, il y a des oiseaux un peu plus omnivores comme les canards plongeurs, des oiseaux qui vont collecter leur nourriture exclusivement à la surface comme la poule d'eau, des oiseaux qui vont ramener leur nourriture totalement de l'extérieur comme la mouette rieuse ou la guifette. Donc déjà une diversité rien que dans le mode d'alimentation extraordinaire. Si on reprend les oiseaux piscivores, il y a des grèbes qui vont se nourrir exclusivement en plongeant et en collectant le poisson, en le chassant sous l'eau, des hérons qui vont chasser à l'affût, donc à nouveau 2 styles de vie. Si on parle de la construction des nids, on trouvera aussi la même diversité. Et si on va au-delà des oiseaux, si on s'intéresse aux grenouilles, si on s'intéresse aux insectes, on trouvera une multitude de foules de vie qui utilisent finalement un peu toutes les possibilités de ce milieu formidablement diversifié qu'est l'étang. Donc je crois que c'est ce qu'il y a vraiment dans le mot biodiversité. C'est ce qui fait que pour moi, ces étangs, comme d'autres milieux de chez nous, mais ça fait partie quand même des grands milieux qu'on peut qualifier ainsi chez nous, font partie des hotspots, des points chauds de biodiversité. Ah bah. Viens, là, Flo, va vite, va, allez, va chercher, allez. On a une femelle de nette rousse, donc les nettes rousses sont classées parmi les canards plongeurs, là, avec le caractéristique, les bandes à l'air blanches, alors que les canards de surface ont ce qu'on appelle un miroir, c'est seulement une petite tache sur l'aile, quoi. Donc cette année, il y a eu une très bonne reproduction de nette rousse. Nous sommes assez tard en saison. Et habituellement, il n'y a pas d'oiseaux là. Là, le deuxième
oiseau que j'ai tiré, c'est un canard chipot. Hein. Donc, oui, c'est un canard de surface. Alors, je vous disais, donc là, c'est pas très net parce que c'est une femelle ou un jeune. Là, il y a un léger miroir qu'on appelle un léger miroir là. C'est un canard de surface. Donc, qui est un bel oiseau, mais qui a des teintes très, très discrètes. Hein. Voilà. J'ai eu la chance de réaliser un doublé. Pierre Guyot, c'est un exemple, j'ai la chance de le connaître depuis longtemps. Effectivement, sa démarche est exceptionnelle. Le don qu'il a fait à la Fondation des habitats de la faune sauvage de ses propriétés dans la volonté que ces milieux soient vraiment pérennisés, c'est, je dois le dire, tout à fait remarquable. Alors cette fondation, elle est financée exclusivement par les chasseurs sur un prélèvement sur chaque permis de chasser. Donc c'est quelques centimes d'euros ou quelques euros. Mais sur plus d'1,5 million de chasseurs tous les ans, ça fait des ressources importantes qui permettent d'acquérir des territoires et dans le seul but de préserver la diversité des milieux naturels. La chasse dans la plaine du Forêt, on parle bien sûr de chasse au gibier d'eau, c'est une activité dont il est très facile de parler parce que fondamentalement, il se trouve qu'en forêt, les gens ont été raisonnables et sont raisonnables. Quand on regarde au plan biologique les contraintes qu'il peut y avoir sur la chasse, elles sont inscrites d'ailleurs dans le droit européen sous forme d'une directive, elles ont été beaucoup discutées ces dernières années en France. Et donc en gros, tout semble indiquer que ce qui serait raisonnable, qui pourrait peut-être d'ailleurs être plus sévère, mais ne le soyons pas trop, c'est 1er septembre, 31 janvier. Il y a eu d'énormes discussions ces dernières années autour de ça en France. Il y a eu des prises de position par les milieux de la chasse qu'on peut vraiment qualifier de totalement déraisonnables, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un non-respect du long terme, une chasse qui serait non durable, puisqu'on parle beaucoup de développement durable actuellement. Il se trouve qu'en forêt, les dates de chasse, même à l'époque on ouvrait au 14 juillet partout, on avait le droit d'ouvrir au 14 juillet, les dates de chasse étaient retardées, les fermetures anticipées, sur beaucoup d'étangs, les gens ne chassent pas énormément, se restreignent. Donc globalement, j'aurais tendance à dire que ça pourrait presque être un modèle de modération dans le monde de la chasse au gibier d'eau. Et vraiment, si tout le monde s'alignait là-dessus, je crois qu'il y aurait de grands progrès. Paradoxalement, je pense que le plaisir pris à la chasse par la quantité de gibier disponible serait certainement augmenté. Protecteurs de la nature et chasseurs ont vraiment partie liée. Si les milieux naturels disparaissent, ni les uns ni les autres n'auront plus aucun objet de plaisir. Donc on doit ensemble œuvrer avec les autres acteurs prépondérants sur la nature, que sont les agriculteurs, notamment les forestiers, à ce qu'on retrouve des milieux naturels plus favorables qu'ils n'ont été récemment à la faune sauvage et puis plus particulièrement aux oiseaux d'eau. La chasse est vraiment la raison d'être actuelle de ces étangs, même si ça n'était pas le cas à l'origine. Si la chasse disparaît, il n'y aura plus d'étangs. Sur la réserve de Bitterne se font des comptages très régulièrement, des observations, parce qu'on veut suivre ce qui se passe, la présence des oiseaux en nidification, en hivernage. La fédération participe également à un programme de comptage national et même international. Ça existe depuis plus de 20 ans maintenant. Tous les ans, aux mêmes périodes, milieu du mois de janvier, milieu du mois de février, les oiseaux sont dénombrés généralement par les mêmes personnes, mais aux mêmes dates et sur les mêmes lieux. En compilant toutes ces données d'année en année, on arrive à avoir une appréciation assez fiable de l'évolution des populations. L'étang, il vit au-dessus, on le voit avec les oiseaux d'eau, mais il vit également sous l'eau avec tous les poissons. Et les propriétaires d'étangs sont souvent des gens très intéressés par la pisciculture. Et ça, c'est encore un autre monde, le monde piscicole.
quand vous découvrez lors d'une pêche d'étang ce qu'il a effectivement produit, il y a un petit côté miraculeux et je crois que tout ça, ça participe à la passion des propriétaires d'étangs pour ces milieux qui ont été entretenus souvent par leurs parents avec beaucoup d'efforts, qui demandent beaucoup d'entretien et qui sont vraiment uniques. La pêche des étangs, j'y assiste toujours en tant que néophyte, avec un plaisir constamment renouvelé. Je suis complètement étonné aussi de la quantité de poissons et de leur diversité. Des carpes, des tanches, des poissons blancs, des brochets, en quantité extraordinaire avec ce mode de pêche où l'on concentre les poissons vers la bande de l'étang, on les sort à l'épuisette, c'est vraiment la pêche miraculeuse. Et donc c'est un spectacle vraiment fascinant. Je conseille à tous ceux qui n'ont jamais vu une pêche d'étang en forêt d'y aller un jour, c'est inoubliable. S'y ajoute l'ambiance des matins de novembre un peu froid, le ciel un peu bas, le travail des gens à la pêche, les mains dans l'eau froide, qui est aussi une belle leçon de ténacité et de travail vraiment de la terre, on peut dire, de travail de la campagne, à pleine main dans le poisson. C'est vraiment un spectacle fabuleux. Voilà, il est beau ton gros gardon. Chez nous, on fait de la carpe avec marchande de 1,5 kg à 2,5 kg, avec des poissons d'un an qui font 80 à 150, 200 grammes. Mais ça, c'est dû à la richesse, disons, de nos eaux en phyto et zooplancton. Richesse qui se répercute non seulement d'ailleurs sur les poissons, mais surtout ce qui vit autour, toute la vie faune qui vit autour de l'étang. Puisque que ce soit les oiseaux ou les poissons, au départ, c'est le même maillon de la chaîne alimentaire. Enfin, je parle des oiseaux piscivores, ou même des anatidés qui sont souvent zoophages. La pierrine de Ragondin. T'as coupé la queue, c'est bon? Non, pas regarder un morceau polygien, c'est bon. C'est du remusqué, du Ragondin et tout. Les assecs qui ont lieu lors de la pêche, en forêt ils sont assez brefs, ils durent quelques semaines puisque la remise en eau a généralement lieu après. Ils permettent ce qu'on appelle un marnage, c'est une transformation des boues et des vases. Et là aussi, une partie de la matière organique est directement éliminée comme ceci. Donc un étang qui fonctionne bien, c'est un étang où la matière organique tourne suffisamment vite pour ne pas s'accumuler et pour que l'étang n'évolue pas vers le statut de marais et progressivement vers l'atterrissement. Qu'est-ce qui a changé dans la pisciculture? Au niveau production, pas grand-chose. Ce qui a changé surtout, c'est au niveau commercialisation. C'est plus du tout la même commercialisation qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y avait une consommation sur place ou dans les régions alentours. Il y avait des pays qui consommaient le produit d'une manière systématique, alors qu'aujourd'hui, ces gens-là s'approvisionnent ailleurs pour des questions de prix. Il y a 40 ans, la civilisation des loisirs n'absorbait pas, disons, la production qu'elle absorbe aujourd'hui. Alors il y a eu un départ fulgurant des ventes pour tout ce qui concerne la pêche à la ligne. Et aujourd'hui, on stagne. En réempoisonnement annuel, nous mettons grosso modo entre 600 et 700 kg de poissons pour satisfaire, encore une fois de plus, aux besoins de la pêche de loisirs. Ludique, loisirs, pêche qui s'intéresse plus à des gens qui font de la compétition, on trouve toutes les populations de pêcheurs. Nous avons une action vis-à-vis des jeunes, parce qu'on sait très bien que maintenant, le loisir ou la pêche ne se transmet plus de père en fils. Nous avons une petite section école de pêche. Nous prenons ces jeunes de 8 ans jusqu'à 16 ans. La pêche de loisir, c'est un des usages possibles des étangs. En tant que biologiste, j'aurais tendance à dire quand même point trop d'en faut, parce que cette pêche de loisir, elle a lieu en toute saison, avec bien sûr une circulation des usagers autour de l'étang. Au printemps, ça veut dire pratiquement que très peu d'oiseaux pourront nicher sur ces étangs-là. En plus, ces étangs sont gérés souvent avec énormément d'eau et peu de végétation. Donc en pratique, un étang de pêche de loisir aura très peu d'oiseaux nicheurs.
Bien entendu, par contre, qu'il y ait quelques étangs de pêche de loisirs dans la plaine du Forez, ça amène toute une série de gens qui ont un contact avec la campagne et la nature sur les étangs, et c'est bien sûr une activité tout à fait sympathique. Nous sommes au gour de Gruel, près de Feur. Le nénuphar jaune ne se trouve que dans ce gour de Gruel. C'est la seule station du département de la Loire et en particulier donc de la plaine du Forez. Dans les étangs du Forez, il faut distinguer plusieurs milieux. Le milieu de pleine eau, dans lequel on trouvera une végétation flottante et une végétation complètement immergée. Il y a le milieu des bords d'étangs, constitué essentiellement de roselières. Et ensuite, au moment de l'étiage, des gazons s'installent et cela constitue une végétation de grève que l'on peut observer qu'au mois d'août et de septembre. La guifette moustaque, parce qu'il y a plusieurs espèces de guiffettes, est strictement inféodée aux zones d'étang. Elle a besoin de végétation flottante, c'est-à-dire soit de zones de nénuphars, soit d'herbiers flottants sur lequel elle va installer son nid, qui va flotter dessus, et dans lequel elle va pouvoir pondre ses œufs et avoir ses jeunes. Alors dans la plaine du Forez, il y a quelques zones sur lesquelles on peut trouver de la guiffette moustaque. Néanmoins, c'est devenu une espèce très très rare. Pour quelles raisons, c'est toujours difficile à évaluer. Dans la plaine du Forez, déjà, on a assez peu de ces zones de flottants, donc elle va être relativement limitée par le type de milieu présent. Et puis en plus, le fait qu'elle soit sur des zones de flottants, donc très instables, fait que cette espèce peut avoir les nids qui vont être inondés suite à une grosse pluie, suite à, à une baisse du niveau de l'eau. Et donc ça peut entraîner, disons, un échec de la nidification. Et donc c'est ce qui peut aussi expliquer la raréfaction de cette espèce. C'est le comte de Neubourg qui a donné de l'élan un peu à la pisciculture. Il a pu ramener des sujets, disons, sélectionnés d'Europe de l'Est, et à partir de ces sujets, il a fait une pisciculture tout en étant extensive, mais un peu plus poussée. Et puis c'est lui qui a amené les premiers amendements. Il a fait des apports, à l'époque c'était essentiellement de la chaux, contenu souvent dans des scorictomas, c'est-à-dire des déchets de hauts fourneaux, un truc qui est complètement naturel. Ils ont traité l'étang un peu comme on traitait une prairie. Au lieu de faire pousser de l'herbe, ils ont fait pousser du phyto et du zooplancton. J'ai eu la chance de rencontrer le comte de Neubourg, déjà fort âgé dans les années 70, dans son château d'Artin. C'était un personnage tout à fait attachant. Son rôle essentiel, ça a été de faire rentrer la pisciculture dans l'ère moderne, et c'est-à-dire d'en faire finalement une composante de l'agriculture moderne, avec le type de piste technique qu'il a apporté, amender les étangs, empoisonner de telle ou telle façon, pêcher à telle ou telle époque. Il a finalement permis des rendements qui ont permis à la pisciculture de se perpétuer. Je pense qu'elle serait morte depuis longtemps si on était resté au tout petit rendement d'autrefois. C'est donc une composante de la gestion agricole des étangs. Les étangs font partie du monde agricole complètement. Et de ce point de vue-là, on peut dire que son apport a été déterminant parce que si les étangs sont là aujourd'hui et sont gérés tels qu'ils sont, c'est à travers son action. C'était aussi un immense amoureux du Forez et de ses étangs. Donc je pense qu'il n'a jamais perdu de vue, même à travers ces améliorations purement techniques de la pisciculture, l'étang en tant que paysage, en tant que milieu de vie.
Aujourd'hui, bon, on a le canal du Forêt qui alimente quelques étangs, mais avant la création du canal du Forêt qui remonte après 1854, les étangs étaient entièrement alimentés par les eaux pluviales. Elles se vident souvent les uns dans les autres. Vous avez des secteurs où l'eau va stagner pendant 10-12 ans avant de rejoindre le réseau hydraulique normal. C'est-à-dire l'eau passe successivement dans 10-12 étangs. La pluie sur un étang, comme pour tous les oiseaux nicheurs, c'est à la fois le bien et le mal. C'est le bien parce que bien sûr ça amène l'eau. L'eau, elle sert à bien sûr faire vivre l'étang, elle fait vivre aussi les plantes tout autour, tout le milieu naturel, tout l'environnement. En même temps c'est le mal parce qu'une grosse pluie, ça a un impact direct sur les poussins, sur les nichés. D'un côté les petits canards qui ont un plumage très adapté à l'eau, qui savent en prendre soin très vite, et qui sont quand même globalement peu sensibles à la pluie. À l'autre extrême, les poussins de mouettes, par exemple, sont très sensibles. Et puis alors, un poussin de mouette mouillé sera attaqué par les adultes. C'est un comportement qui semble simplement lié au fait que s'il est mouillé, il a de fortes chances au bout de périr. Et donc finalement, par ce comportement un peu agressif et qui nous semble vraiment choquant, les adultes évitent d'avoir à nourrir un poussin qui de toute façon aurait très peu de chances de parvenir à l'âge de l'envol. Un étang ne fonctionne jamais indépendamment du milieu qui l'entoure. Une des choses les plus importantes, c'est tous les apports qui viennent avec l'eau qui arrive à l'étang. L'eau va arriver par ruissellement à partir des eaux de pluie, elle va arriver par un canal d'arrivée ou par un ruisseau, selon le cas. Alors rentre dans l'étang 3 types de choses, 2 bonnes, une mauvaise. Les 2 bonnes, des produits d'origine agricole, de type engrais, nitrate, phosphate, des produits du même type amenés par les animaux, les mouettes par exemple, collectent l'intégralité de leur nourriture hors de l'étang et ramènent la nourriture pour les poussins sur l'étang. Ils vont ramener, par exemple, pour la colonie de la Ronce, plus de 10 tonnes de vers de terre en une saison qui seront consommés par les poussins sur place. Comme ces poussins font toute leur crotte sur l'étang, eh bien, c'est un apport de matière organique. Il y a bien sûr un 3e type d'apport qui, lui, est vraiment mauvais, c'est les apports de pesticides, d'herbicides. Bien sûr, si l'agriculture autour de l'étang est trop violente, l'étang s'en ressentira immédiatement parce que bien sûr ces produits toxiques seront collectés finalement par les eaux qui viennent dans l'étang. Le Conseil général a initié des contrats qu'on appelle les contrats étangs de Loire pour générer une relation pour la gestion, le réaménagement, la restauration des étangs de la Loire. Au sein de ce contrat étangs de Loire figure un volet suivi pour les propriétaires volontaires qui ont des problèmes de cyanobactéries. Alors on effectue pour leur compte un suivi de surveillance des cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est un problème des milieux aquatiques continentaux en particulier, dans le sens où elles peuvent sécréter des toxines, elles peuvent se proliférer très abondamment pendant l'été et causer des problèmes d'oxygène, en particulier dans nos étangs, et donc des mortalités massives de poissons. Pourquoi des cyanobactéries en Forez? Tout simplement parce que ce sont des étangs riches, donc productifs, mais aussi plus à risque dans le sens où des étangs riches peuvent avoir des problèmes de prolifération d'algues par exemple. À l'origine de ces proliférations, 2 concepts, 2 facteurs. Un facteur de non-misane à sec, c'est-à-dire que les étangs sont toujours maintenus en eau pour la production piscicole et la chasse, qui a accéléré la cinétique d'enrichissement, les apports de scories phosphatées qui ont été proposés par le comte de Nemours à la fin des années 1920. Tout ça pour augmenter la production piscicole. Et puis au bout de 50 ans, on arrive à avoir des effets de déséquilibre de sédiments, d'eau trop riche en phosphore à un certain moment de l'année. L'eau source de vie,
Je crois qu'on a tous fait, quand on était gosse, soit des observations au bord d'une mare, soit des expériences où on met des lentilles sur du coton et puis on humecte et on voit avec ravissement les lentilles germer au bout de quelques jours. C'est vrai que l'eau, c'est la vie. Aucun être vivant ne peut se passer de l'eau. Une plante a besoin d'être arrosée, un animal a besoin de boire, etc. Dans le cas des étangs, c'est un raisonnement, c'est un mécanisme qui est poussé à son extrême, puisque l'étang, c'est une île d'eau dans un paysage terrestre et s'ajoute à la présence de l'eau en tant qu'abri d'un milieu vivant tout ce qu'on appelle scientifiquement les aspects écotones, c'est-à-dire les aspects lisières entre deux milieux. Tout ce qui est lisière entre deux milieux donne lieu en général à une prolifération de vie, tout simplement parce qu'il s'offre des niches écologiques, des potentialités de vie beaucoup plus diversifiées que dans un milieu homogène. Alors l'étang cumule tout ça. L'eau et la chaleur au sein même de l'étang permettent le développement d'une faune et d'une flore immergées énormes, qui donc profitent à leur tour à des animaux, soit des herbivores, soit après des prédateurs qui eux-mêmes vont consommer d'autres animaux. Donc c'est un milieu qui est en surproduction presque à tout ce qui l'entoure. Et donc à partir de là se développe une diversité et une richesse vivante extraordinaire. L'étude que nous poursuivons sur la moitrieuse, elle est assez typique des études modernes en écologie des populations. Ça vise en fait à comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette population, mécanismes de dispersion, de reproduction, de mortalité, qui expliquent la manière dont les mouettes vont utiliser ce damier d'étang et comment finalement la population va se maintenir grâce à des adaptations, grâce à un certain rythme de reproduction, grâce à des échanges entre les colonies étant les groupes d'oiseaux établis sur tel ou tel étang. Bien sûr, on pourrait seulement compter les mouettes sur les étangs, regarder comment ça change d'une année à l'autre. Ça serait un peu trop descriptif. Pour comprendre plus ce qui se passe, il faut descendre au niveau des individus. Pour ça, on marque les individus et on les suit au cours de leur vie en regardant à quel âge ils se reproduisent, à quel âge ils meurent, etc. C'est l'exact équivalent de la démographie humaine, simplement le marquage à l'aide de bagues, on parle du bagage des oiseaux. Ce bagage joue un peu le rôle de l'état civil dans les populations humaines. Tant qu'on n'aura pas obligé les mouettes à déclarer leur naissance et leur décès à la mairie du coin, on sera obligé de faire ça. La 630 est un stade 3+. Depuis 1968, la LPO et l'ONC viennent donner main forte au bagage, en particulier sur cet étang de la Ronze, où se reproduit la plus importante colonie de mouettes rieuses du sud de l'Europe. Ce bagage a été effectué par des bénévoles qui ont l'habitude de manipuler des oiseaux. D'ailleurs, la plupart des bagueurs qui sont ici ont des diplômes du muséum. Parallèlement, depuis 1981, sur 80% des étangs de la plaine du Forêt, nous organisons un suivi d'hivernage des oiseaux d'eau dans le cadre européen Wetland International. Alors c'est un travail qui s'inscrit dans une lignée très moderne de travaux écologiques. Dans le laboratoire auquel je participe à Montpellier, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, la plupart des travaux portent effectivement sur les mécanismes, que ce soit au niveau population comme dans le cas des mouettes ou dans des études de génétique, que ce soit au niveau écosystème comme dans des études par exemple de stress hydrique dans les milieux de garrigues du sud de la France, ou que ce soit au niveau paysage dans par exemple les conséquences des changements d'usage des terres dans les Causses, dans le sud du Massif central. Au fil des années, dans notre étude sur les mouettes, on a découvert petit à petit tout un tas de choses qui relèvent de l'organisation sociale. On a découvert que les oiseaux revenaient vers le lieu de naissance, revenaient à l'intérieur de la colonie, dans la zone même où ils sont nés, pour beaucoup d'entre eux. D'une année sur l'autre, un oiseau qui a niché dans une touffe de végétation va en général revenir nicher pratiquement dans la même touffe, souvent à moins d'1 mètre, souvent sur exactement le même massif de roseaux où il avait son nid l'année précédente. Chaque oiseau tendra aussi à revenir avec le même partenaire que l'année précédente, si bien sûr ce partenaire n'est pas mort dans l'intervalle. Donc il y a une espèce d'organisation, de fidélité au site, de mémoire, qui fait que c'est finalement une société très très organisée. Une colonie de mouettes, au bout du compte, c'est une grande ville. Alors la Ronze, avec aux alentours de 4000, 5000 couples, c'est un peu comme Paris, c'est vraiment une ville immense. Et donc on peut voir ça comme un système hiérarchique, hein, des rues, des quartiers, des villes, et puis après, quand on passe à l'échelle interétang, une région avec plusieurs villes, et les oiseaux peuvent circuler d'une ville à l'autre en changeant de colonie d'une année sur l'autre.
Donc finalement, c'est une société, un peu comme les sociétés humaines, qui a ses règles. Et on parle beaucoup de comportement social. C'est le domaine qui est intermédiaire entre le comportement individuel, l'individu qui décide de changer de colonie ou pas, et puis le résultat pour l'ensemble qui est finalement de la démographie. Les nombres ont augmenté sur telle colonie, ils ont diminué sur telle autre, parce qu'ils sont le résultat de tous ces mouvements individuels. C'est le comportement social qui régit finalement comment tous ces comportements individuels vont s'ajouter et produire un résultat d'ensemble à l'échelle de la population. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la notion de stratégie comportementale au sein du nid, on pourrait dire au sein de la famille oiseau. Cela aboutit à des comportements en réseau qui vont mettre en jeu des relations entre bien sûr les jeunes et leurs parents. Ça, c'est la plus connue, c'est ce qu'on appelle la quémande alimentaire, c'est-à-dire que le jeune oiseau réclame de la nourriture à ses parents sous forme d'un comportement qui va varier d'une espèce à l'autre. Chez la mouette, on a le jeune qui donne des coups de bec sur le bec du parent, qui prend une posture où il rentre la tête dans ses épaules, qui se dirige vers le parent. Et le parent répond favorablement par ce qu'on appelle une régurgitation, c'est-à-dire qu'il recrache de la nourriture, ce qu'on appelle une distribution communautaire. Et ensuite, chaque petit vient se nourrir. C'est une situation pas très répandue dans le monde des oiseaux parce que le plus souvent, les parents régurgitent la nourriture dans le bec de chacun des petits, ce qu'on appelle une régurgitation allouée à chaque individu. Il faut savoir aussi que dans ce réseau de communication du nid, on va avoir aussi des relations entre les jeunes, entre les membres d'une fratrie, et que ça va passer aussi par des modes de communication, avec comme idée fondamentale que chacun des jeunes essaye d'obtenir le maximum de nourriture de la part des parents. Et puis, encore un peu moins connu, c'est les relations entre parents. Le père et la mère ont tous les deux intérêt à ce que la nichée soit élevée jusqu'à son terme, mais en même temps, à titre individuel, ils ont intérêt chacun à donner le moins possible d'énergie pour l'élevage de cette nichée. Donc là encore, on va assister à des modes de communication et à des stratégies individuelles pour essayer, entre guillemets, de s'économiser. Les zones humides ont un intérêt tout particulier dans la biodiversité à l'échelle de nos continents. Donc suivre par exemple les évolutions des populations nicheuses sur des espèces comme le buron des roseaux, suivre l'évolution des dortoirs de cette espèce permet de mieux comprendre certes le fonctionnement interne de l'espèce, le fonctionnement intrinsèque, mais aussi de comprendre aussi les paramètres du milieu, les paramètres de l'habitat, et ce qui permet aussi de comprendre les fluctuations éventuelles de l'espace en termes de ressources pour la reproduction, en termes de ressources pour l'alimentation. Et donc ça nous aide aussi à fournir des outils de décision en fait pour une meilleure gestion de la biodiversité à la fois pour ces espèces et à la fois pour les espaces qu'elles fréquentent. Voilà, donc en fait on arrive ici sur la zone de bagage, donc la zone où se déroulent en fait les captures. Donc on a ici installé 50 mètres de filet. Donc on travaille avec des CD et on va mettre les cris et les chants du buron des roseaux en boucle jusqu'à la tombée de la nuit. Toutes les demi-heures, on va faire donc des tournées pour prendre les oiseaux capturés dans les filets. On verra l'espèce, le sexe, l'âge et on fera quelques mesures donc, de biométrie, donc la masse, avant de relâcher sur place, donc après simplement quelques secondes de manipulation en main. C'est une espèce qu'on peut qualifier de passereau paludicole, c'est-à-dire un passereau qui fréquente les marais. Et en fait, il y a des programmes de recherche qui sont développés sur ces espèces à l'échelle européenne. Pour un biologiste de population d'oiseaux, l'étang, ça ne peut être non plus un seul étang. Les oiseaux bougent, ils volent, se déplacent pour s'alimenter, mais aussi d'une année à l'autre, ils changent de lieu de nidification. Donc un étang ne peut fonctionner que par rapport à d'autres étangs. Vous prenez l'étang de la Ronce, vous le transplantez dans une région sans étang, il sera appauvri. En quelques années, il aura perdu l'essentiel de son avifaune. C'est en fait parce que cet étang a des connexions par des échanges d'avifaune avec d'autres étangs qu'il a toute cette richesse. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça explique le prix que les biologistes et les naturalistes attachent aux régions d'étangs pour leur richesse. Parce que région d'étangs, c'est une région qui a beaucoup d'étangs, il y a une espèce de masse critique, un réseau. On peut voir la plaine du Forêt comme une espèce de damier avec 300 cases, les 300 étangs, et les oiseaux se déplacent sur ce damier
Pour les mouettes, on a pu prouver qu'elles ne se déplaçaient pas du tout au hasard, elles se déplaçaient en cherchant le lieu le plus adapté à leur reproduction, en se renseignant auprès de leurs congénères sur leur succès de reproduction passé. Donc un système très très élaboré de déplacement sur ce damier. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ça pousse à réfléchir à la gestion et à la conservation des espèces en raisonnant sur un espace agrandi. On ne peut pas protéger un site tout seul, ou si on protège un site tout seul, il faut réfléchir à ce qu'il apporte à la conservation de l'espèce qui nous intéresse en relation avec les espaces qui sont autour, même s'ils sont non protégés. Et c'est vrai qu'actuellement, de plus en plus, toutes les réflexions sur la conservation se font en raisonnant en termes de combinaison d'espaces protégés et non protégés. C'est totalement indispensable. On est pratiquement entré dans une des grandes crises d'extinction. Il y a beaucoup de biologistes qui parlent de la 6e crise des extinctions. La 5e, c'est celle qui a conduit à la disparition des dinosaures. Cette 6e crise des extinctions, elle est causée par les activités humaines. Le réchauffement du climat, les transformations d'usage des terres font qu'actuellement, on perd des espèces animales et végétales à un rythme sans précédent dans notre histoire, un rythme causé par l'homme qui plus est. Et donc, il est à peu près certain qu'on ne pourra pas enrayer cette chute, ni même essayer de la ralentir uniquement avec des espaces protégés. Donc tous les efforts de gestion et de conservation doivent passer par la combinaison d'espaces non protégés et protégés. Alors en petit, pour la part qui leur concerne, c'est vrai que la réflexion sur les étangs, sur le système étang à l'échelle régionale, elle participe complètement de cette ligne de réflexion. Les grèbes sont des prédateurs et comme tous les prédateurs, il faut qu'ils soient plus malins que leur proie. Cela implique pour les jeunes grèbes un long apprentissage des comportements de pêche. Et cet apprentissage, dans lequel ils sont accompagnés par les parents, commence dans les premières semaines par des soins parentaux extrêmement touchants. Le destin normal d'un étang, si on l'abandonne à lui-même, c'est de produire tellement de matière organique, par le fait qu'avec l'eau, la chaleur, les apports de l'extérieur, cet étang va produire tellement qu'il va évoluer vers ce qu'on appelle l'atterrissement. Des roseaux vont se développer, leurs racines vont être de plus en plus encombantes, vont progressivement occuper l'eau, un jour des saules vont germer, et petit à petit, une évolution qui prendra bien sûr pas mal de temps, plusieurs dizaines d'années, peut-être plus dans certains cas, l'étang évoluera vers un milieu terrestre. Or, nos étangs sont toujours là. En fait, l'étang ne peut persister que parce que constamment, l'homme prélève de la matière organique hors de l'étang. La première chose, ce sont les poissons. Les poissons, sous l'eau des étangs, sont des brouteurs. Ils consomment la végétation qui est au fur et à mesure qu'elle se développe. On a de la peine à imaginer les biomasses de poissons qu'il y a dans ces étangs. On a couramment 300 kg de poissons à l'hectare en fin de saison. Ça veut dire que sur un étang comme celui de la Ronze, couvert pour l'œil humain de mouettes, il faut imaginer que sous l'eau, la masse de poissons est équivalente à la masse de mouettes. Si les poissons restaient dans l'étang, bien sûr, toute la matière organique qu'ils représentent resterait dans l'étang. Comme ils sont pêchés en fin de saison, c'est de la matière organique qui sort de l'étang. Et donc ça ralentit bien sûr le processus d'atterrissement de l'étang. On voit donc des acteurs dont les interventions se complètent, souvent sans concertation, parfois même avec un sentiment de mésentente. Chasseurs, protecteurs de la nature et milieux associatifs, propriétaires d'étangs, collectivités locales et conseil général, pisciculteurs, scientifiques,
C'est le creuset dont on a parlé, où se réalise finalement une expérience de gestion des richesses naturelles hors des grands espaces protégés. Il reste évidemment beaucoup à faire, notamment pour pleinement intégrer les évolutions de l'agriculture, mais c'est une expérience passionnante et un terroir qui vit.